Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 35e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, qui cette année s'ouvre vers l'avenir au futur incertain, pour ce que... Et nous allons voyager ce matin au Népal avec trois invités qui vont nous relater leurs expériences respectives. En fait, il n'y a pas que l'Himalaya au Népal. Il y a des alpinistes, mais il y a aussi beaucoup de touristes. C'est peut-être le problème d'actualité en ce moment. Il y a des temples, il y a des marchands du temple, il y a surtout des marcheurs, et il y a aussi des hommes et des femmes sur le chemin des humbles, des hommes et des femmes qui s'intéressent à leurs prochains sur ces terres qui étaient autrefois inconnues et qui aujourd'hui sont peut-être frappées d'une certaine forme de surtourisme. Donc, pour nous en apprendre davantage sur ce pays lointain, nous avons donc parmi nous Sabine Godet, qui a publié Poussée par le vent, les chroniques népalaises qu'elle a pu effectuer en fauteuil roulant. Florent Grange, qui est médecin et qui est alpiniste et qui est marcheur et qui est l'ambassadeur du Vercors, de la Chartreuse, pardon, à Passy, et qui relate 15 ans de marche et d'amitié au Népal. Et on apprendra beaucoup sur sa démarche charismatique. Je rappelle que Florent Grange a eu le prix du Pays du Mont Blanc il y a plusieurs années pour ses Chemins d'en haut, publiés par Jean-Marie Cheffat dans une maison d'édition jurassienne. Et puis Oriane Lara, qui est une habituée du salon, qui a fait, il y a 3 ans, un premier récit de son ascension à l'Everest et qui récidive cette année au cœur de l'Everest, la quête d'une femme au sommet, une quête à la fois spirituelle pour, là encore, une aventure sportive. Et je voudrais m'adresser à Sabine Godet et lui demander comment elle a découvert le Népal et pour quelles raisons elle a eu ce besoin d'aventure himalayenne. Bonjour à tous. Eh bien, j'ai découvert le Népal d'abord tout simplement à travers des reportages à la télévision, des lectures. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il était possible d'aller au Népal malgré le handicap, parce que je suis en fauteuil roulant. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure, mais j'ignorais tout ce qui allait m'arriver, comment les choses allaient se passer. Et puis surtout, pour moi, c'était une chance, parce qu'au Savoyard, j'aime la montagne et je pensais que c'était un domaine qui m'était totalement interdit. Pour Florent Grange, la découverte du Népal a été le hasard d'une conférence qui a éveillé ta conscience sur la souffrance des Tibétains réfugiés au Népal. Oui, ben, c'est aussi une passion depuis l'enfance qui a été nourrie par le contact avec mon oncle André Lapra, qui était le médecin d'expédition Macali en 1955 et qui a partagé sa tente avec Lionel Terray lors de cette expédition fabuleuse et qui était un conteur extraordinaire et qui m'a vraiment donné envie d'aller là-bas depuis l'enfance. Ensuite, à 22 ans, ou 23 ans, on a failli y aller avec Anne, ma femme, qui est ici, mais elle est tombée enceinte juste avant. Donc, du coup, on est allé en Égypte et il a fallu attendre 45 ans, effectivement, pour qu'on aille pour la première fois au Népal rencontrer notre filleul tibétain Tenzin, qu'on parrainait depuis 8 ans déjà et qu'on n'avait encore jamais rencontré. Et ça a été effectivement une rencontre fabuleuse. Et puis Oriane Aymar, donc, a été vaincu l'Everest il y a plusieurs années et a voulu y retrouver pour une ascension, certes sur le toit du monde, mais aussi pour franchir les différentes étapes de voyage intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce voyage intérieur ? Je précise par rapport au Népal, ça fait depuis l'âge de mes 20 ans que je connais bien toute la région, Népal, nord de l'Inde, Tibet, et j'ai fait mon doctorat, ma thèse de doctorat en sciences des religions. Je me suis spécialisée en hindouisme, donc en fait c'est une région à la base que je connais très bien
Et l'alpinisme, ou plutôt l'himalayisme, est venu très tardivement, du fait de raisons de santé, voilà. Mais je connaissais déjà très bien la région et j'étais amoureuse donc déjà du Népal. Et un des premiers sommets, j'ai fait un 7000 au Népal, ça s'appelait Limlong. Puis ensuite, j'ai fait un premier 8000 qui s'appelle le Lhotse, qui a donné un livre. C'est dans ce cadre-là que j'étais venue au salon. Et ensuite, en effet, l'Everest. Et donc, ce que je raconte, comme dit Michel, c'est un voyage intérieur surtout. Donc là, c'est pas un livre sur la performance. Je suis pas allée sur le toit du monde pour faire un selfie ou pour montrer que j'étais capable. C'est vraiment l'Everest. Quand j'ai vu l'Everest la première fois, j'avais 23 ans. C'était au camp de base, mais du côté tibétain. Et c'est pas qu'une simple montagne pour moi. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à gravir l'Everest. Donc il y a tout un cheminement intérieur que je raconte avec différents obstacles qui se sont manifestés sur la route. Et vous, Sabine, quel a été votre parcours au Népal? Alors, le Népal, moi, j'avais déjà eu l'occasion de voyager dans d'autres pays de différentes manières. Là, c'était totalement nouveau pour moi parce que j'étais en fauteuil tout-terrain, ce qu'on appelle un quadrix à l'époque, parce que ça fait quand même 10 ans. C'était l'année du séisme au Népal. C'était un quadrix manuel, pas électrique comme ceux qui existent aujourd'hui. Et donc, c'était une grosse logistique puisque j'étais dans un groupe avec une association qui s'appelle Samoa Antilis. Et donc, nous avons pris l'avion, le car, et après des tout-terrain, des véhicules tout-terrain pour enfin commencer cette découverte du Népal à pied. Je parle à pied, même pour moi. Donc, j'avais 4 porteurs qui m'étaient attitrés, qui étaient petits soins pour moi et qui m'aidaient dans les montées, parce qu'on montait des cols, on était jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Et là, donc, ils montaient le quadrix jusqu'au col, et après, j'étais totalement autonome pour les descentes. Et donc, plus on se rapprochait, plus je découvrais la culture tibétaine, puisque nous étions plus précisément dans la vallée du Mustang, une vallée très peu ouverte aux étrangers. Et là, je me suis imprégnée de plus en plus de la culture. Et c'était pour ça aussi qu'aujourd'hui, je parraine moi-même avec mon compagnon, un petit Tibétain, qui est à... Oh, j'ai un peu de mémoire, pardon. Qui est en exil, voilà. Au Ladakh, voilà. Et donc j'ai découvert une culture qui est conservée, contrairement à d'autres régions du Népal qui étaient peut-être déjà plus touristiques. Oui, cela me rappelle l'ouvrage de Olivier Weber et Bernard Muller qui avait été présenté il y a quelques années ici, sur la traversée du Mustang, avec Olivier Weber qui était un journaliste tout-terrain et Bernard Muller qui était aveugle et qui a traversé ce pays, ce royaume interdit, avec les sensations qu'il retrouvait alors que plusieurs années avant il avait voyagé dans ce même pays alors qu'il voyait correctement, et donc il le retrouvait et il disait que c'était un pays de sensations, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est un pays de sensations. C'est un pays où d'abord il faut quand même préciser, les habitants sont d'une extrême gentillesse et je crois que c'est ce que je garde le plus aujourd'hui encore dans mes souvenirs, c'est leur regard, parce que bon, c'était des très jeunes hommes, ils avaient à peine 20 ans, ceux qui m'aidaient, et ils étaient d'une gentillesse incroyable. C'est confirmé, je pense, par Florent Grange, qui a été accueilli dans une famille, dans la famille du jeune homme qu'il a parrainé, et dont il a pu bénéficier à la fois du charisme, de la gentillesse, et aussi il a pu partager leur intimité avec beaucoup d'émotions. Oui, Michel, je vais y revenir tout de suite. Et d'abord, je voudrais faire écho à ce que disait Oriane sur ce voyage intérieur, en fait. Et c'est formidable que quelqu'un qui a gravi l'Everest, que l'Hotse,
ressentent les mêmes choses que nous ressentons, ma femme et moi, quand, avec beaucoup moins d'ambition, on marche depuis 15 ans autour des sommets du Népal, mais sans dépasser 6000 mètres. Et on marche à la rencontre des gens, on marche à la rencontre de soi-même, on marche à la rencontre de paysages qui sont fabuleux. Et à mesure qu'on gagne en altitude, on gagne aussi en profondeur. Alors, il y a quelque chose d'une profondeur dans ces marches vers ces vallées perdues de l'Himalaya, et ça c'est formidable. Et c'est vrai que notre filleule Tenzin a été notre guide, notre guide spirituel d'une certaine manière, alors pas vers l'hindouisme, mais vers une compréhension du bouddhisme, et puis notre guide vers la civilisation tibétaine. Et c'est vrai que l'histoire de chacune de ces familles tibétaines est extraordinairement édifiante. On rencontre des gens qui au Népal ne sont rien, qui n'ont même pas de nationalité népalaise, qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas presque d'existence légale, qui parfois ne savent ni lire ni écrire, mais quand ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, on se sent vraiment tout petit par rapport à eux. Et le père de Tenzin, par exemple, notre filleule Tenzin, a dû, donc en 1959, quand la Chine a envahi le Tibet, il a été emprisonné, il a passé 23 ans en prison ou dans des camps de travaux forcés, et puis lorsqu'il a été libéré, il s'est marié, et puis avec sa femme, ils ont été voir de l'autre côté de la frontière en laissant un enfant de 2 ans, pensant qu'ils pourraient repasser cette frontière. Ils n'ont jamais pu repasser cette frontière. Ils n'ont jamais revu leur enfant de 2 ans. Et notre petit Tenzin, notre petit filleul, lui, est né de l'autre côté de la frontière, au Népal, dans un camp de réfugiés qui leur a été assigné par le Dalai Lama. Et il a grandi pendant 15 ans dans une cité, enfin dans la banlieue de Katmandou, sans jamais avoir vu la neige, sans jamais avoir vu un yak, sans jamais avoir vu ces montagnes. Et donc ça a été une expérience absolument formidable lorsqu'il avait 16 ans, pour la première fois, emmené vers les montagnes de son enfance, quand on s'est rapproché du Tibet, quand on l'a guidé vers là, et qu'en fait, c'est peut-être un peu lui qui nous guidait. Voilà, c'est un témoignage profond sur la quête d'une autre civilisation et sur la façon d'approcher des gens des personnes qui ont une autre vie que la nôtre. Mais est-il nécessaire d'aller au Népal et de gravir les hauts sommets himalayens pour se rencontrer soi-même? Je dirais, je pense qu'on peut très bien le faire autour de sa chambre, comme en haute du temps de Brest. Tout est là, on n'a pas besoin de partir, mais après c'était un appel. Voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie, heureusement que je n'ai pas attendu l'Everest pour me rencontrer, puis c'est un cheminement, donc on n'a jamais fini d'avancer, d'évoluer, de progresser, de se connaître, mais j'ai fait plein d'autres choses avant, mais c'est vrai que l'Everest c'était un projet important de ma vie, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une simple montagne, c'est une montagne sacrée, et la première fois que j'ai vu l'Everest, j'avais 23 ans, et ça a été une évidence. Voilà, il fallait que je grimpe en haut. Sauf que bon, j'ai eu une hémorragie cérébrale, rien à voir avec l'altitude, liée à une malformation 2 ans plus tard. Donc ce projet, finalement, ce projet de gravir l'Everest, j'ai pu le réaliser mais que 20 ans plus tard. Donc voilà, c'est jamais trop tard. Mais cette histoire avec l'Everest, ce désir de gravir l'Everest, c'est très lié à mon histoire personnelle, c'est très lié à la figure de la mer, puisque ce que j'explique notamment dans mon livre, c'est que quand j'ai eu mon hémorragie cérébrale, j'étais dans le nord de l'Inde et c'était à côté de la tombe d'une femme sainte qui était considérée comme une incarnation pour les hindous, en tout cas une incarnation de la mère divine. Voilà, c'est comme si vous avez la Vierge Marie qui s'incarne. Enfin, voilà. Et tout ce cheminement est très lié à la mer, puisque l'Everest, c'est considéré comme une déesse, comme la déesse mère, voilà, pour les locaux en tout cas, mais aussi pour moi. Et donc, c'est ce que je raconte dans le livre. Mais il n'y a pas besoin, je ne conseille à personne de faire l'Everest. Mais après, si bien sûr, il y a un désir qui est là, ou une envie, pourquoi pas, je dirais. Mais il n'y a pas besoin d'aller faire l'Everest pour se rencontrer. Et encore une fois, je n'ai pas attendu de faire l'Everest. Voilà, la vie, c'est une progression, c'est un cheminement. Et
Et j'ai d'autres rêves aussi, j'en ai accompli et je continuerai aussi à réaliser d'autres rêves, mais ça faisait partie, c'était une étape en tout cas importante. Mais tout est en nous, hein, on n'a pas besoin de quitter même Passy, tout est là, ici. Donc, On peut très bien venir se rencontrer à Passy, hein, qui est une terre d'échange et de partage des connaissances. Et vous, Sabine, vous avez connu donc la haute montagne, hein, plus de 5000 mètres, mais aussi le tumulte des villes. Comment avez-vous perçu ce contraste? Un contraste énorme entre Katmandou, hein, évidemment la capitale, qui est un foisonnement de bruit, d'odeurs, de poussière, je ne dirais pas de chaleur, et puis le silence, en tout cas du Mustang, parce qu'on visitait donc, on sillonnait plutôt le Mustang, qui est à la frontière tibétaine. C'est pour ça que donc c'est vraiment imprégné de la culture tibétaine. Et là, c'était le silence, c'était des sols pierreux, et ça, on a une introspection automatique qui se met en route. C'est une sorte de voyage initiatique qui s'installe même qu'on le veuille ou pas. Et c'est vrai que ça permet quand même de replacer peut-être dans sa vie et même d'une manière générale ce qui est important, ce qui l'est un peu moins. Vous soulignez dans votre livre la bienveillance des personnes que vous avez rencontrées et qui vous ont aidé dans votre cheminement mental. Oui, vraiment, là, je garde, comme je l'ai déjà précisé, un souvenir particulier des Tibétains, des Népalais, pardon pour le lapsus, mais surtout en particulier d'un guide qui était là, je me souviens de lui très très bien physiquement, il s'appelle Paman, et qui, à un moment, le fauteuil tout-terrain était bloqué dans un couloir pierreux, impossible pour moi d'aller plus loin. Et il m'a pris dans ses bras pour traverser. On était quand même à 3800 mètres d'altitude. C'était très, très dur. Et je sentais son cœur qui battait très fort dans l'effort. Et après, j'ai su que lui, par contre, avait fait l'Everest, qu'il avait eu des problèmes lors de l'ascension de l'Everest. Et donc, c'était quand même une sorte de transmission. Et comment avez-vous préparé ce voyage? Est-ce qu'il y a un travail d'anticipation à faire sur à la fois l'itinéraire, sur... Alors là, tout était pris en charge par l'association à l'époque. Ce que j'avais besoin de faire, c'était bon, de me documenter. Bon, la lecture n'est pas un problème pour moi. Je lis, j'avais regardé des reportages. Après, l'itinéraire, là, non, c'était l'association avec un guide népalais qu'il avait fait au préalable. Et voilà. Et surtout j'ai appris, parce que pour moi c'était une nouveauté, à conduire un quadrix. Un quadrix, qui est un fauteuil qui donc, à l'époque, était manuel, au contraire d'aujourd'hui où ils sont électriques. C'est ce dont parle également Florent Grange dans Namasté, et dans son récit de 15 ans de marche au Népal. Ce qui semble l'avoir frappé, c'est la simplicité des personnes de rencontre et surtout les rapports équilibrés qu'il a pu avoir avec eux. Et ce qui l'a frappé aussi, c'est la dignité de ces personnes qui vivent dans des conditions que l'on considérerait comme précaires, nous qui vivons dans le luxe. Et pour eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'assimilent pas le bonheur à la possession de leurs biens, et ils n'en font pas, et en toutes circonstances, ils font de solidarité. Donc c'est un peuple à la fois digne et solidaire que tu as rencontré. Oui, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sabine avec la bienveillance. Hein, c'est quelque chose qu'on a ressenti. Hein. Je crois qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit marcheur, finalement, au fond de soi, on ressent probablement les mêmes choses et on rencontre les mêmes personnes qui sont des belles personnes. Donc cette bienveillance, elle se traduit d'abord par le fait qu'au Népal, vous avez un problème, vous avez une panne, vous êtes perdu, vous avez un pneu crevé, la voiture qui ne marche pas au milieu d'une piste embourbée, vous ne serez jamais seul. Les gens vont venir vers vous et vont rester vers vous, si ça dure 1 heure, si ça dure 2 heures, si ça dure 3 heures, jusqu'à ce que vous soyez dépanné. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez unique. Je ne sais pas si ça marche à Paris, à New York ou même en Inde.
Hein. Ça, c'est extraordinaire. Autre témoignage de cette bienveillance, de cette gentillesse, c'est le don, la façon de donner. Souvent, les gens n'ont rien, alors ils vous reçoivent chez eux dans une pièce unique où ils dorment à 5 ou 6. Et comme on ne peut pas tellement donner ce qu'on a, finalement, on donne ce qu'on est. Et ça, c'est assez merveilleux. Il vous donne une cata, il vous donne des petites choses, un petit objet symbolique. Voilà. Et c'est la manière de donner, la manière d'offrir, la manière de servir un repas, un dalbat, avec cette manière de se pencher, de se courber, les mains ouvertes comme ça. Cette manière d'offrir qui est absolument extraordinaire. Et parfois, il ne vous offre pas simplement des babioles, mais des choses qui ont une profonde valeur. Je pense à un petit Bouddha d'ébène que le père de Tenzin s'était fait offrir à Dharamsala quand il a rencontré pour la première fois le Dalai Lama. Et le père de Tenzin nous offre ce Bouddha d'ébène. Et en fait, un objet de valeur gagne encore en valeur à être offert, à être donné. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. L'absence d'attachement aux objets et le fait que le don est sans doute la plus belle chose qui soit en soi. Est-ce que l'on perçoit cette dignité et cette solidarité lorsque l'on est l'un des clients d'une entreprise qui organise des expéditions à l'Everest ou l'Otse? Par rapport à ce qui a été dit, moi aussi j'ai ressenti aussi cette bienveillance dans les voyages que j'ai pu faire, les longs séjours. Je suis restée plusieurs mois, c'est dans le nord de l'Inde, Népal, Tibet, donc c'est vrai qu'il y a cette bienveillance qui est présente. Après, c'est sûr, quand on fait partie d'une expédition voilà, pour le Lhotse à l'Everest, c'est un petit peu différent. On est un client, entre guillemets, parmi d'autres, ce qui n'empêche pas qu'il y ait voilà, de la bienveillance. Mais bon, après, moi, j'ai eu des expériences assez différentes entre le Lhotse et l'Everest. Mais ça, c'est plus par rapport, je pense, au fait d'être une femme, tout simplement. Voilà. Alors, rapidement, ce que je raconte dans le bouquin précédent, c'est que pour le Lhotse, j'étais l'unique femme de l'expédition et ça s'est extrêmement mal passé. Voilà, on s'est plutôt amusé à me rabaisser, à me diminuer tout du long, tout simplement par jalousie, enfin voilà. Et pour l'Everest, ça a été complètement différent et j'ai eu un grave accident, notamment à l'Everest. J'étais prise dans une chute de sérac. Alors, je suis là aujourd'hui à vous parler, mais je ne devrais même pas être là. C'est un vrai miracle ce qui s'est passé. Mais quand je suis rentrée de l'hôpital, après avoir été évacuée, quand je suis rentrée de l'hôpital, je suis retournée malgré tout gravir l'Everest. Il y a eu beaucoup d'entraide, de solidarité et de bienveillance vis-à-vis de mon équipe, en fait, enfin de tout le monde, en fait, vis-à-vis de moi. Et c'est sûr que ça m'a aidé à repartir, enfin, à y aller, quoi, à monter. Et donc, voilà, j'ai eu 2 expériences totalement différentes. Mais la bienveillance, on la trouve partout, mais bon, et après, il y a aussi l'inverse qui est aussi possible, la nature humaine, exactement. Parce que c'est vrai qu'en très haute altitude, la personnalité, je dirais, des gens, des grimpeurs se révèle assez rapidement. Et il y a tout. C'est comme dans la vraie vie, sauf que ça se révèle plus facilement. Comme dans un couloir d'hôpital, n'est-ce pas? Oui, enfin, dans toute situation humaine, je ne développerai pas sur l'hôpital. Comme dans tous les systèmes bureaucratiques. Et vous saviez qu'il y avait voyagé de partout, hein, non seulement au Népal, mais à Passy aussi, et puis aussi au Vietnam. Donc, est-ce que vous avez senti une distinction entre la façon dont vous avez été accueillis dans ces différents pays? Alors, je ne vais pas parler pour l'Europe, mais dès que je m'éloigne, on va dire un peu loin, donc j'ai eu la chance d'aller au Vietnam, en Afrique du Sud, au Pérou plus récemment, et donc la semaine prochaine je pars au Kirghizistan. C'est plutôt un regard de curiosité qui se pose sur moi, parce que bon, c'est vrai que je suis un plus, bon, d'abord je suis une femme, parce qu'il ne faut pas l'oublier, donc j'ai déjà, on va dire, ça peut porter, peut-être arrêter. Je suis un petit gabarit, et pour finir, je suis en fauteuil roulant, donc j'ai un regard de curiosité, un regard même de fois de peur, parce que dans certaines cultures, être jeune, parce que j'étais en fauteuil vers l'âge de 10 ans, et
c'est comme si on avait un peu un mauvais œil sur soi. Donc, il y a une sorte de crainte qui s'installe. Et il faut le prendre, bon, c'est pas toujours facile, mais il faut le prendre avec distance. Mais il y a quand même beaucoup de curiosité. Oui, et puis quand même cette interrogation que je ressens de mais que fait-elle ici? Voilà. Et quel est le rapport que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu l'impression que bon, vous aviez un regard sur les autres et le regard des autres était différent d'un pays à l'autre par rapport à un regard que l'on pose en France sur les personnes handicapées? Est-ce que vous avez senti une différence, davantage de bienveillance ou davantage de méfiance ou de retrait? Alors, il est tout à fait différent entre un regard qui se pose sur moi lorsque je suis en France, hein, lorsque je suis en ville, par exemple, avec mon compagnon. Là, c'est vraiment de la curiosité, mais je dirais presque un peu malsaine. Voilà, on se dit, mais que fait-elle ici, avec un homme qui, lui, est valide, hein. Et puis, lorsque je suis à l'étranger, là, c'est quand même de la curiosité, mais il y a quand même une bienveillance quand même, qui est toujours présente. Voilà, c'est vraiment ce que l'on a l'impression, hein, c'est ce qu'on lit dans vos différents ouvrages, hein, c'est ce regard bienveillant que posent, en tout cas au Népal, les personnes de rencontre sur les personnes étrangères. Et c'est aussi le regard que porte Florent Grange et sa famille sur leurs amis de rencontre, parce que c'est un regard qui est dépourvu de toute condescendance et de tout apitoiement. Ce sont des relations très équilibrées. Et ça, c'est assez rare parce qu'on a l'impression dans certains récits qu'il y a quand même une hiérarchisation des normes entre les différents protagonistes. Et là, c'est vraiment très, très équilibré comme rapport avec les Népalais. C'est très équilibré dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément de nos amis népalais, de nos amis tibétains. C'est un ressourcement merveilleux, non pas par les paysages, mais par les relations humaines. Enfin, c'est ce qu'on vit avec Anne, la beauté des relations humaines, et on a envie, cette beauté des relations humaines, en rentrant, de l'apporter autour de soi, et pourquoi pas effectivement, non seulement dans la famille, mais aussi à l'hôpital et auprès des patients. Oui, parce que ces voyages au Népal étaient doublés d'une œuvre charismatique avec la volonté de traiter, ou du moins de soulager un certain nombre de personnes, et notamment de jeunes, qui souffraient d'une maladie particulière au Népal, la maladie de la Lune. Oui, la maladie des enfants de la Lune, le xéroderma pigmentosum, donc c'est une anomalie génétique. Vous, moi, en traversant de l'auditorium jusqu'à la salle d'exposition, on va être touché par le soleil et on va avoir des lésions donc notre ADN et de nos protéines qui fabriquent des cancers. Et en fait, on a un petit système de réparation de l'ADN lésé qui fonctionne avec cette gène, avec cette protéine, etc., qui se met immédiatement en route et qui fait qu'au lieu d'avoir nos cancers tout de suite en rentrant chez nous, on va les avoir peut-être à 70, à 75 ans, peut-être on ne les aura jamais. Et les gens qui ont cette maladie des enfants de la Lune ne réparent pas l'ADN parce qu'ils ont un gène déficient, une protéine déficiente, et donc au lieu d'avoir le premier cancer très âgé, ils les auront à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, et ils vont ensuite être progressivement défigurés et souvent mourir très jeunes. Et ces enfants de la Lune, peut-être en avez-vous entendu parler en France, ils vivent avec un espèce de scaphandre, en fait, qui est extrêmement contraignant, mais ça leur permet de ne pas développer de cancer. Et donc, on s'est aperçu, à la faveur d'une rencontre par notre association Solimal, avec un de ces enfants, que cette maladie était extrêmement fréquente au Népal, beaucoup plus fréquente qu'en France. On a fait quelques études médicales et génétiques pour isoler le gène responsable de cette maladie au Népal, et on a entrepris tout un travail de collaboration médicale avec nos collègues médecins dermatologues à Katmandou pour essayer de mieux prendre en charge à ces enfants, de leur trouver des méthodes de protection contre le soleil qui soient adaptées à la fois à l'altitude et puis au climat. Et puis actuellement on envoie beaucoup de collègues, de jeunes internes de dermatologie voilà, faire des stages là-bas et qui nous aident petit à petit à améliorer la condition de ces enfants de la Lune du Népal. Et c'est tout un projet qui nous tient beaucoup à cœur actuellement et pour les années prochaines et peut-être plus tard pour les années de la retraite.
Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'association qui vous a permis d'aller au Népal. Est-ce que c'est une association qui aide les personnes françaises en situation de handicap à voyager, ou est-ce que c'est une association qui a des projets solidaires entre les différents ressortissants de différents pays? Non, le but principal de cette association est de permettre tout simplement à faire du ski, du tandem ski, déjà de nos vallées ici en l'occurrence. Moi, étant d'Annecy, j'allais dans des stations plus proches comme le Chinaillon ou Grand Bordeaux. Après, non, le but principal, donc, c'est rendre accessible aux personnes en situation de handicap. La montagne, n'a pas un objectif humanitaire. Il s'avère que, puisque nous sommes partis en 2015, et que c'était l'année d'un séisme, du dernier séisme quand même qui était conséquent, oui, c'est vrai que notre projet s'est un peu modifié au cours des mois et nous avons apporté du matériel, des habits, des médicaments, voilà, pour aider les Népalais. Et est-ce qu'on ressent un malaise quand on fait partie d'une grande expédition par rapport aux personnes dont on a l'impression qu'elles vivent dans une certaine forme de besoin? Personnellement, non, je ne ressens pas ça du tout. Et, par rapport à l'humanitaire, alors je n'ai pas fait d'humanitaire au Népal, mais j'ai travaillé au Comité international de la Croix-Rouge pendant quelques temps. Alors malheureusement, ils ne m'ont pas envoyé au Népal, j'aurais bien aimé, ils m'ont envoyé tout de suite dans les prisons africaines et en Haïti, donc c'était pas très joyeux, j'aurais préféré le Népal. Mais voilà, c'était juste par rapport à la discussion. Mais non, je n'ai pas ressenti de malaise. Enfin, aujourd'hui, une expédition, ça permet aussi de faire vivre des communautés entières, notamment de Sherpa. Alors, quand je dis Sherpa, ce n'est pas forcément l'ethnie locale Sherpa, parce que maintenant, il y a de tout dans les Sherpas, il y a différentes ethnies. Sherpa, c'est un terme, mais que ça inclut aussi d'autres ethnies. Et maintenant, par rapport à la gestion des expéditions, notamment pour l'Everest, mais pas que, c'est essentiellement les Népalais qui gèrent ça. Donc, c'est plus du tout des expéditions occidentales. Et voilà, moi, j'ai pas eu senti. Enfin, les gens sont payés. Voilà, comme on va à Chamonix, on paye notre guide. Là-bas aussi. Donc, voilà, j'ai pas ressenti de pitié ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je suis respectueuse et je paye, voilà, je paye bien les Sherpas avec qui je suis partie, et même quand ça se passe pas comme je le souhaiterais, voilà, je suis très correcte par rapport à ça. Donc, un Sherpa qui emmène un client au sommet de l'Everest va toucher pour ça ce que donc le père de Tenzin, dans sa manufacture de tapis, gagne en 10 ans de travail. Donc c'est une société très, très duale, mais qui a connu quand même des avancées évidentes. Et je ne sais pas s'il est là, mais il y a Michel Paulet, qui est un grand guide de Chamonix, qui a beaucoup travaillé, qui a fait des films justement pour mettre en valeur la dignité de ces Sherpas qui ont aidé les touristes à mener à bien leurs expéditions, et qui s'est intéressé aussi aux femmes de Sherpa qui avaient un rôle important dans le soutien de leur famille. Tu voudrais dire quelques mots, Michel? Voilà, je peux dire quelque chose. Michel Paulet est un guide qui a accompagné beaucoup de chamonniers et qui en Himalaya, et qui a mis aussi en place des actions caritatives de première importance. Bon, merci. Je vous ai bien écouté. Hein. Bon, moi, le Népal, c'est quand même un pays. Je vais vous donner quelques chiffres rapides pour planter le décor. Bon, moi, je pars au Népal en voiture en 1976 et j'y reste un an. Donc, je fais l'aller-retour Orléans chez mes parents jusqu'à Katmandou, par tous les pays qu'on a traversés. En 1976, c'était extraordinaire. Et puis, bon, ça a été mon fonds de commerce après. Parce que, deuxième chiffre, j'ai fait 50 saisons de guide au Népal.
et je suis allé 3 fois à l'Everest, voilà, avec des clients. Donc ça donne un peu de ton. J'en fais pas, ça a été mon métier, puis c'est tout. Hein. Bon, évidemment, après, ça a permis de rencontrer énormément de gens, et en particulier cette communauté Sherpa, qui au début, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez lu, et vous avez à peu près compris ce qui se passe sur l'Everest. Peut-être certains ont lu les 6 papiers que Charlie Buffet a fait dans Le Monde, là, où c'est devenu après, il n'y a plus aucune raison d'y aller, quoi. Et, enfin, d'y aller. Les Sherpas gagnent énormément d'argent. Moi, au début, je les ai plutôt... je trouvais que c'était bien, maintenant c'est exagéré. Enfin, c'est exagéré parce que c'est des fortunes qui gagnent. Hein. Ils ont des compagnies d'hélicoptères. Enfin, j'en connais beaucoup, beaucoup. Hein. Et en particulier le fameux Sonam de Tramsharku que j'ai connu dans les années 77-78, qui commençait avec une agence de trekking qui s'appelait Tramsharku. Et maintenant, maintenant, il y a des compagnies aériennes. Et alors c'est un peu compliqué, mais simple à la fois. Au Népal, j'y vais tout le temps. J'ai vu se dégrader Katmandou, qui est devenue une ville invivable. La première année que je suis allé sur la base de l'Everest, en 1976, en portant à pied de Katmandou. Et on est resté un mois et demi. J'ai trouvé un avion à Lukla pendant 10 jours. Donc tout ça, c'était des périodes, il n'y avait pas de lodge. Et on dormait dans des cabanes de yak. Bon, c'est des souvenirs formidables. Mais je l'ai vu se dégrader d'année en année, que de 1976 à il y a 2 ans, je suis allé chaque année. Donc j'ai vu toute la dégradation. Bon, c'était une partie de ma vie, quoi. L'opportunité d'être allé à l'Everest, au départ, j'avais pas vraiment envie d'y aller. Parce que déjà à l'époque, dans les années 88, 89, moi je disais que c'est pas pour les alpinistes, c'est pour les randonneurs glaciaires. Parce que j'avais à ce moment-là des prétentions sur des montagnes avec un niveau quand même bien supérieur. Bon, après, on m'a proposé plusieurs fois de venir comme guide. Bon, bah, j'y suis allé. Hein. Et la première année, en 90, je me suis forcé quand même à être... j'étais payé, j'étais guide. Mais à l'époque, les guides européens travaillaient vraiment. Aujourd'hui, plus du tout, il n'y a plus de guides européens. Mais pour mettre à la hauteur de ces Sherpas, je faisais des portages avec eux jusqu'au Côte-Sud. Je portais des bouteilles d'oxygène que je ne respirais pas. Donc tout ça, ça a été formateur. Et ça m'a permis de connaître ces gens-là qui m'ont apprécié. Et j'ai gardé une amitié profonde avec eux. Je me suis amusé une année. On va me dire, tiens, je vais trouver un système pour remercier tous ces Sherpas. Et j'ai trouvé un beau budget pour les faire venir en France. Là, ça a été... j'ai tapé à toutes les sonnettes. Et je leur ai organisé un voyage d'1 mois, Tour de France, en plus des hôtels, tout, quoi, du rafting, les calanques, je ne sais pas encore, le Mont Blanc. Et donc, moi, je faisais le guide touristique. Mes clients, c'était tout Sherpas, qui ne payaient pas, évidemment. Donc tout ça, ça a formé... Après, plus tard, je suis allé... Parce que j'ai négligé mes propres enfants à l'époque, parce que, bon, évidemment, j'étais assez con. Donc, plus tard, j'y suis retourné avec eux, quand ils ont eu 14, 15, 16, 17. Et puis, j'ai refait le tour de Népal avec mes enfants, et les Sherpas sont venus avec moi, avec leurs enfants. Donc, ça a été tout de suite. C'était rigolo, quoi. Et puis après, ils vont finir là. Ben non. Ben oui. Et parce qu'après, j'ai découvert une famille de mendiants sur Yambunat. Ils étaient 1, puis 2, puis 6. Ça, c'était en 2002. J'ai monté tout un bazar pour les financiers, toujours pareil, hein, pour les aider. Donc là, on est en 2025. C'était en 2002. Ça a explosé. Aujourd'hui, il y en a une qui est infirmière, une autre architecte, il y en a un qui est comptable, et qui pour un mendiant, mais vachement rigolo. Et puis il y en a une, elle est partie dans le Colorado. Donc c'est formidable, quoi. Bon, ces gamins, on les a trouvés dans la rue, à Soyambunat, assis sur une marche. Bon, maintenant j'ai un peu de mal à retourner parce que je suis essoufflé, on m'a enlevé un poumon.
Donc, et puis, bon, c'est de ma faute, j'ai trop fumé. Et puis voilà, donc c'est vraiment une partie de ma vie. En ce moment, j'ai des amis chez moi, une petite népalaise qui a 27 ans. Voilà. Donc, c'est une partie de ma vie, c'est vrai. Voilà, merci Michel pour ce témoignage et surtout pour nous avoir, on attend avec impatience tes mémoires, hein, il faut vraiment se mettre au travail pour effectivement nous inspirer et surtout nous montrer comment la société a évolué tout en restant très dual, parce que entre les Sherpas qui effectivement ont bien gagné leur vie et puis les personnes qui sont restées dans l'ombre, il y a quand même tout un Himalaya presque. Oui, ben, le Népal, c'est un pays qui est 2 fois moins peuplé que la France, mais qui est 4 fois plus petit. Donc il y a une densité d'habitants qui est 2 fois supérieure. Hein, donc c'est un pays grouillant. Il y a des habitants partout quand vous survolez un petit peu en avion, sur le moindre petit carré de montagne. Il y a des maisons, il y a des hameaux, il y a des villages, il y a des gens. C'est une population qui reste à 80% rurale. Je suis d'accord que Katmandou a totalement évolué. Je suis pas d'accord que Katmandou est une ville où il faut pas aller. Katmandou, c'est une ville où il faut aller. Katmandou, ça reste une ville merveilleuse, fascinante, foisonnante, comme tu l'as dit tout à fait à juste titre. Et c'est vrai qu'il y a cet accès à la modernité, hein, cet accès à la modernité qu'il faut accepter et qu'il même il faut encourager. Et qui, à mon avis, au Népal, reste effectivement, comme tu disais, Michel, en accord avec les traditions culturelles, avec les modes de vie, avec l'âme de ce pays, avec la ferveur religieuse qu'on voit encore partout, à chaque coin de rue, dans cette ville effectivement surpolluée, où il y a des voitures et des camions partout. À chaque coin de rue, il y a des temples, il y a des prières, il y a des offrandes. Et c'est vrai que c'est un pays merveilleux, c'est un pays qui est en croissance, c'est un pays qui explose dans ses petits habits d'adolescents, et c'est un pays qu'il faut absolument aller voir. Qui est-ce qui est déjà allé au Népal parmi vous? Donc vous voyez bien de quoi on parle. Qui est-ce qui n'y est pas allé, mais qui à l'issue de cette table ronde, elle a décidé d'y aller? Bravo. Donc adressez-vous à Michel Belay, qui pourra vous accompagner. Il accompagnera en pensée et puis en conseil. En tout cas, cet univers, un peu cette spiritualité ambiante, est-ce que vous l'avez perçue et comment est-ce qu'elle transparaît Alors, elle transparaît parce que moi, le but aussi de voyager, quelle que soit la manière, c'est d'avoir de merveilleux paysages, mais c'est de rencontrer surtout les habitants, leur manière de vivre, leurs coutumes, leur religion. Et là, à chaque fois que j'avais l'opportunité de rentrer dans un temple, oui, il y avait beaucoup de personnes qui priaient. Et du fait que j'étais en fauteuil, ils s'écartaient pour me laisser passer, ils s'inclinaient devant moi avec le fameux namasté et les mains jointes. Et c'est vrai que, oui, c'est particulier pour nous, les Occidentaux, et c'est dépaysant, mais aussi on sent leur ferveur religieuse qui est quand même, en tout cas lorsque je les ai côtoyés, qui était très très intense. Florent, dans son livre, évoque les couleurs, la symphonie des couleurs que l'on peut admirer dès lors que l'on sort de Katmandou, évidemment. Et ces couleurs évoquent, selon lui, la paix, la sérénité, l'amitié. Et est-ce que ça a un rapport avec la spiritualité bouddhiste? Est-ce que c'est ce qui inspire la spiritualité? Alors, le drapeau tibétain ou les lungta, il y a les 5 couleurs, donc les couleurs de la terre, donc c'est effectivement le vert de la végétation, c'est le rouge de la terre et c'est le blanc de l'eau. Et ces couleurs de la terre se mêlent au rouge du soleil et au bleu du ciel.
Donc il y a une spiritualité là-dedans. Ensuite, les couleurs, on les voit. Il n'y a pas besoin de sortir de Katmandou pour voir les couleurs. Hein. Si tu vas à Katmandou juste après le tremblement de terre du 25 avril 2015, où l'année d'après tout est en reconstruction, il y a des sentiers, il y a des chantiers partout, il y a de la boue, et vous avez des femmes merveilleusement habillées, avec des habits colorés absolument magnifiques, d'une propreté exemplaire, qui enjambent les torrents de boue. Et Katmandou est une ville qui est extrêmement colorée, extrêmement colorée. Et c'est vrai que la montagne est aussi pleine de couleurs. En fait, la montagne a été humanisée. La montagne a été entrepôt, je sais pas comment dire, entrepôt, enfin voilà, changée par l'homme, habitée par l'homme et colorée par l'homme. Et ce qui est, oui, comme entrepôt parfois. Voilà, un truc comme ça. Ouais, les couleurs au Népal, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Est-ce que quand on va au sommet de l'Everest, on est sensible au paysage? Alors oui, on est très sensible au paysage, mais juste pour compléter ce qui a été dit sur la ferveur religieuse et la spiritualité, on la ressent également lorsqu'on grimpe aussi un 8000 ou un 7000, enfin quand on gravit une montagne. Et ce que je dois préciser, c'est qu'avant de gravir, et notamment encore plus pour les 8000 et encore plus pour l'Everest, il y a des pujas qui sont effectuées, donc des cérémonies aux divinités locales, et notamment pour l'Everest, pour la divinité donc Sagarmatha ou Chumulongma, donc la déesse mère. Et il n'y a aucun Sherpa qui va grimper avant que cette cérémonie ne soit faite. Et même pour les grimpeurs lambda, enfin les clients, voilà, il y a cette cérémonie est très importante, même ceux qui n'y croient pas, tout le monde y assiste. Hein. Donc il y a ça, et là je pensais aux couleurs, parce qu'on emmène aussi ces drapeaux tibétains pour les faire voler au sommet du Lhotse ou de l'Everest, parce que voilà, c'est des prières aussi qu'on laisse au vent, voilà, qui sont emportées. Donc, mais par rapport au paysage, alors c'est vrai qu'on est assez focalisé quand même sur là où on met ses pieds, par la marche, l'effort, puis souvent on marche de nuit, notamment pour l'ascension finale, mais les paysages sont totalement magiques, enfin toute la vallée du silence, ou même la cascade de glace qui est extrêmement dangereuse, c'est vrai que c'est très très beau. Mais c'est dangereux, voilà. Donc, mais on est quand même fasciné. Il y a quelque chose ouais, qui nous attire aussi, malgré le danger. Il y a quelque chose qui nous attire par ses hauteurs. Hein. On a l'impression d'être sur une autre planète. Enfin, c'est en tout cas ce que je ressens. Je ne sais pas si Michel a ressenti ça, mais c'est magique, ouais. C'est magique. La cascade de glace, c'est encore une histoire, parce qu'en réalité, moi, je suis resté une saison entière à la cascade à fusée. Parce qu'à force de rester vrai, je me suis aperçu rapidement que si on montait, c'était grâce au chakra. C'est grâce à eux qu'on montait là. Et comme ça m'a un peu interpellé, puis un coup, je me suis dit, je vais raconter leur histoire. Donc j'ai trouvé, toujours pareil, un financement pour partir sur une expédition d'Everest en 97. Et comme j'avais déjà fait le sommet, bon, je dit je ne veux pas y retourner. Et je suis resté une saison entière avec les Sherpas qui équipent la cascade. Donc j'ai filmé, j'ai fait un petit film à mon niveau, mais j'ai appelé ça Galzen, le cantonnier de l'Everest, ça s'appelle la DDE de l'Everest. Et donc, pendant toute la saison, j'ai fait des allers-retours de la cascade avec lui. Bon, alors évidemment, il y a toujours le risque de prendre un glaçon, un gros glaçon. Bon, finalement, il y en a qui tombent à côté. Et une nuit, toute la cascade s'est effondrée. Mais bon, ben, je reprenais le lendemain. Il ne faut pas penser à tout ça, quoi. Mais j'ai quand même, ça a gardé des liens énormes avec ce personnage qui a aujourd'hui un peu plus de 80 ans. Tous ses enfants vivent à New York. Et je ne m'enlève pas l'idée d'aller à New York avec Galzen voir ses enfants. Ça doit être assez rigolo. Bon, donc j'ai aussi encore une histoire là-dessus. Puis après, je suis retourné au quartier du New York quand même. Hein. J'ai une grosse histoire sur mes deux expés au quartier du New York. Un gros sommet. Là, les premières années, c'était pour tenter de faire la première française, 81. Bon, ben, ça s'est terminé par la mort, donc on a arrêté. C'était Jean-Jacques Récoire, qui était à l'époque le rédacteur en chef d'El Pirodo, en 81. Bon, après, j'ai arrêté, parce que j'ai commencé à avoir des
des gamines jeunes. On s'amourait beaucoup autour de moi. Et puis finalement, pour des raisons personnelles, je suis retourné en 95 sur ce camp de Chetungha. Cette fois-ci, avec des clients, ce qui était un peu osé. Donc, je suis monté encore très haut, mais on s'est arrêté à 1002, 1003, parce qu'il y a Benoît Chamou qui a disparu à ce moment-là. Donc, ça devenait franchement un peu dangereux. C'est là où après, je me suis occupé de cette petite famille népalaise qui m'a remis une autre fille au Népal. Donc, ça peut durer longtemps. Voilà, je pense qu'on peut décerner à Michel Paulet le Grand Prix du Salon de Passy par anticipation. En attendant ces prochains carnets d'en haut, qui ne manqueront pas d'être à la fois savoureux et éclairants sur l'évolution d'un peuple et de toute sorte de mentalité sur l'approche de ce pays lointain. Et je reviens à Sabine, est-ce que vous avez été fascinée par les paysages, par ces pâturages, par les grands lacs? Ça doit être quelque chose, un souvenir éblouissant. Oui, alors pour moi, bon, quand même, même si je n'ai jamais eu l'opportunité ni la chance de faire le Mont Blanc, c'est quand même un sommet enneigé. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que même un col à 4000 mètres au Népal, eh bien, il n'y a pas de neige. Il faut regarder tout autour et il faut avoir entre 7 et 8000 mètres pour avoir des sommets enneigés. Et pour moi, c'était une découverte, une surprise. Et dans mon imaginaire, je pensais que j'allais pouvoir toucher de la neige. Et ça, là, ça n'a jamais été le cas. Mais c'est donc Mustang aussi. Cet hiver non plus, on n'en a pas beaucoup touché. Non plus. Ça va revenir, hein, les glaciologues ne sont pas toujours pessimistes. Mais il faudra peut-être attendre des millénaires pour que ça revienne. Ce qui est frappant dans le témoignage de Florent Grange, c'est la volonté des jeunes d'assumer leur destin, mais aussi de progresser, de sortir de leurs conditions et de faire des études et de découvrir le monde. Ce sont des personnes animées d'un véritable désir de curiosité. Oui, et puis d'une force. Hein. Ce qui est frappant chez les Népalais, c'est la résilience. Donc la résilience face aux soubresauts politiques, la résilience de ce petit peuple qui est coincé entre deux géants, l'Inde d'un côté, la Chine de l'autre, la résilience face aux événements climatiques majeurs, hein, que ce soit les tremblements de terre, donc le tremblement de terre du 25 avril 2015, c'est 9000 morts quand même. Voilà. Et puis d'autres cataclysmes, comme par exemple les tsunamis glaciaires. Hein, tout à coup, c'est le retrait des glaciers qui crée ces glaciers immenses, la moraine frontale qui s'effondre, et puis le glacier. Tout à l'heure, on parlait de l'Island Peak. Quand vous allez vers l'Island Peak, vous avez un lac glaciaire qui est le plus grand lac glaciaire du Népal. Alors, vous avez une moraine qui paraît colossale, mais face à cette masse d'eau qui est en amont, on se dit qu'un jour, elle ne va pas résister. Alors, ils essaient de creuser des chenaux pour libérer un peu l'eau, comme on a fait, nous, il y a 40 ans, au lac du glacier d'Arsine, par exemple, mais avec des moyens qui sont complètement dérisoires. Alors en bas, dans les villages d'en bas, vous avez des petites annonces en cas de crue, évacuation rapide, etc. Mais si ça pète, c'est le débit du Rhône pendant 15 heures qui s'écoule sur les villages d'aval. Voilà. Donc les tsunamis glaciaires, il y en a comme ça. Il y a les pluies de mousson. Il y a des villages entiers parfois qui sont détruits par des crues. Et donc face à ça, il y a la résilience. C'est-à-dire que après chaque coup du destin, finalement, ça repart, et le travail, et le sourire, et on y croit, et on essaye d'avancer dans la vie. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'est une aventure merveilleuse par les parrainages dont on a parlé, par une aide financière, que d'aider ces enfants, ces jeunes à faire des études et à progresser dans la vie vers leur vie choisie, et non pas simplement imposée. Et c'est vrai qu'avec une association, donc nous c'est Soliman, une association française, ça veut dire Solidarité avec l'Himalaya. Anciennement c'était Tibeli, mais c'était un peu connoté politiquement et pas très portable aujourd'hui. Et donc Soliman, voilà, vous donnez finalement 30 ou 40 euros par mois.
et vous changez totalement le destin d'un enfant. Voilà, vous créez la différence qu'il y a entre un enfant qui n'est pas allé à l'école et un enfant qui a fait des études et qui effectivement est devenu infirmière, médecin, voilà, et qui éventuellement est parti aux États-Unis, etc. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui donne beaucoup de satisfaction. Bon, comme ça peut exister également dans beaucoup d'autres pays, ces aventures de parrainage. C'est la richesse de leurs âmes qui les aide à sortir de la précarité matérielle dans laquelle ils ont vécu pendant toute leur vie, même si certains Sherpas ont fait fortune, selon ce que disait Michel tout à l'heure. En tout cas, le signe de reconnaissance et d'attention à l'égard des autres, c'est ce geste de namasté. Est-ce que vous pouvez nous en dire la signification les uns et les autres? Parce que c'est un geste qui se transmet de génération en génération. Est-ce qu'il a conservé toute sa signification ou est-ce qu'il a évolué dans ce qu'il veut traduire? Dans ce geste, il y a une infinie bienveillance, il y a l'accueil, il y a parfois un peu d'espièglerie et un regard parfois, notamment de la part des jeunes, et un regard parfois étonné sur les touristes. Il y a énormément de respect, il y a énormément d'ouverture à l'autre. Et puis c'est un geste qui nous invite à rendre le même geste et peut-être à nous élever un peu nous-mêmes. Oui, je rejoins les paroles de Florent. Oui, c'est réciproque, voilà, c'est un partage de quelques instants éphémères. Un partage et une émotion? Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Après, quand on est en pleine ascension et quand on rencontre un autre grimpeur, qu'il soit occidental, népalais ou d'ailleurs, enfin, on se salue par namasté, tout simplement. Et donc, c'est assez simple. Et oui, on salue littéralement le soi qui est dans l'autre. Oui, c'est une salutation. Souvent, on dit namasté, Didi, enfin, sœur. Voilà, c'est assez simple. Ça se dit très facilement. Hein. Et quand on signe son contrat d'édition avec les éditions Mareuil... Ça, j'ai pas essayé, mais il faudrait que j'essaye pour le prochain. Ça doublerait tes avaloirs. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos amis? Oui, monsieur. Oui, si vous nous en adressez à M. Grand, quand vous nous dites qu'il faut aller au Népal, je ne veux pas, mais ne risque-t-on pas d'aggraver ce phénomène de surtourisme tel que le décrit avec regret M. Bellet? Parce qu'en même temps, quand même, les dégâts du sommet, en même temps, les dégâts causés comme base et la santé. Donc, aggraver à la fois le surtourisme et le bilan carbone en allant au Népal. Bon, le bilan carbone, vous pouvez toujours y aller à vélo. Bon, il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas très faciles à traverser, mais sinon, vous y allez en voiture. Voilà. Je pense que les expéditions commerciales, et notamment les excès des expéditions commerciales telles qu'on les a vues dans certaines photos, ça reste quelque chose qui est quand même marginal par rapport à l'ensemble du tourisme au Népal. Moi, ce que j'ai ressenti en étant finalement touriste au Népal, c'est finalement, comment dire, un mélange, une cohabitation, un syncrétisme finalement des religions, des aspirations, etc., qui était plutôt extrêmement fécond et qu'on ressent par exemple à Nemche Bazar. Je trouve que à Nemche Bazar, nous on est heureux de rencontrer ces habitants de Nemche Bazar qui, c'est vrai, qui ne vivent plus dans la pauvreté, qui, c'est vrai, il y a du progrès social, ils ont tous des portables, les enfants, soit ils sont éventuellement en train de gravir l'Everest, soit ils font des études aux États-Unis et vous croisez des parents qui leur passent des coups de téléphone et vous avez les photos de toute la famille à New York dans les lodges, etc. Il y a ce progrès social, il y a donc ce progrès matériel, mais qui n'a pas du tout, à mon avis, c'est ce que je disais tout à l'heure, effacé l'âme de ces Sherpas qui nous accueillent et de la manière que nous on a un respect pour eux, pour le travail extraordinaire qu'ils font. Je crois qu'ils ont un respect qui ne nous considèrent pas simplement comme des consommateurs. On apporte de la richesse, on apporte de l'expérience culturelle, de l'échange culturel.
Et moi, j'ai plutôt ressenti ça comme ça en allant au Népal, des manières différentes de voyager, et c'est à chacun de choisir sa méthode de voyage avec son éthique personnelle. Oui, tu as peut-être ce ressenti parce que tu as abordé des personnes de rencontre au Népal sans condescendance, mais avec un regard franc et des propos toujours avec arrogance dans l'approche qu'ils peuvent avoir de personnes qui n'ont pas les moyens et des richesses matérielles qu'elles peuvent avoir. Au cœur de ça, il y a une relation avec notre grand-tante Zine et notre plus jeune Tenzin Dolma, qui est maintenant une jeune fille de 17 ans et qu'on parraine depuis qu'elle a 3 ans et demi. Et finalement, dans nos voyages au Népal, et c'est ça qui fait la différence pour nous avec d'autres voyages touristiques qu'on fait ailleurs, il y a de la relation humaine, il y a beaucoup de relations humaines. Et c'est ça qui fait, je crois, la beauté de ces voyages. Et l'intérêt et la beauté des livres, hein, comme celui de Sabine, hein, qui rend hommage à toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer et qui l'ont accompagnée. En tout cas, c'est le but, oui, c'est même à des milliers de kilomètres de les remercier voilà, par le témoignage que j'ai pu laisser. Voilà, et on a parlé de la solidarité aléatoire dans les grandes expéditions, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être, il faudrait peut-être améliorer, c'est peut-être un espoir pour les années à venir et pour les expéditions futures. Il y a de l'amélioration, je pense, en tout cas en tant que femme. Déjà, j'ai vu la dernière fois qu'il y avait déjà beaucoup plus de femmes au camp de base. Donc je pense qu'il y a des évolutions, mais je pense que ce n'est pas encore totalement fini, en tout cas. Et quant à la solidarité, c'est compliqué à dire en très haute montagne. Enfin, quand on est dans la zone de la mort, voilà, les choses peuvent se compliquer. Et il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce qu'on nous aide si on a un problème. Et ça s'explique aussi par les conditions extrêmes, par tout un tas de facteurs. Mais elle existe hein, en très haute montagne, mais elle n'est pas forcément fréquente. Enfin, voilà. D'autres questions? En tout cas, vos livres sont formidables, mais aucun d'entre vous n'a trouvé l'appareil photo de Mallory. Or, Guillaume Desmures, qui était là hier, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais peut-être aller à la recherche de cet appareil photo, dont il a retrouvé quelques traces dans son roman Saskia, qui est paru l'année dernière aux éditions Guérin. Donc, nul doute, il reviendra l'année prochaine avec l'objet dans sa musette. En tout cas, si vous n'avez plus de questions, je voudrais rappeler les œuvres de nos amis. Donc, Oriane Aymar, son deuxième opus, Au cœur de l'Everest, la quête d'une femme au sommet aux éditions Mareuil. L'édition Mareuil qui avait publié il y a quelques années les mémoires de Marielle Guatchel. Et puis, Sabine Godet, Poussée par le vent, le récit de son voyage au Népal, qui fait suite au récit de son voyage au Vietnam. Et vraiment un livre extrêmement attachant et très réaliste. Et puis Florent Grange, donc Namasté, publié aux éditions Transboréales. Et je voudrais faire un clin d'œil à Émeric Fisset et à Marc Allot, qui sont vraiment des éditeurs extrêmement courageux, qui ne manquent pas de frilosité, même si souvent leurs ouvrages les emmènent dans des hauts lieux où la température n'est pas forcément aussi élevée qu'ici à Passy. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier des messages que vous nous transmettez, parce que dans une civilisation qui est parfois au bord du naufrage et où on a quand même une propension à pleurer sur notre sort, il faut vraiment vous lire les uns et les autres à titre préventif. Et ce que vous nous offrez, ce sont des ordonnances d'altérité qui devraient nous immuniser contre nos excès d'arrogance et d'individualisme. Donc ça fait du bien et je vous remercie de les avoir écrits et je vous remercie de votre présence ce matin. Merci. Thank you.